Quand on parle de crime organisé, on parle des activités criminelles des gens de la pègre. Donc la pègre, c'est un milieu, c'est le monde des criminels professionnels, des délinquants qui plus souvent qu'autrement, opèrent en groupe, plus ou moins organisé, plus ou moins structuré. Puis la pègre montréalaise, puis on pourrait dire la même chose, la pègre québécoise, et c'est vrai partout dans le monde, elle prend la couleur de la réalité sociologique et de la réalité ethno-culturelle. Le mot mafia signifie un phénomène d'ensemble. On parle de mafia juive, on parle de mafia chinoise, on parle de mafia russe, on parle de la mafia italienne, bien sûr. Mais quand on parle de mafia ici en Amérique du Nord, en général, on parle de mafia italienne. Il y avait des Italiens dans la PEC de Montréal. Donc, c'est probablement comme ça que les mafiosi italiens ont cheminé tranquillement pour faire une organisation criminelle qui était la première organisation criminelle qu'on connaît. C'est le clan Cotroni, justement, le clan des Calabrais, qui je pense, qui a commencé dans les années 30. Le crime organisé en Amérique, ça part à New York. Il y a 5 familles à New York qui contrôlaient l'Amérique. En 1953, la famille Bonanno a envoyé un représentant à Montréal, Carmine Galante, pour réorganiser la mafia, pour solidifier les liens entre la mafia montréalaise et la mafia new-yorkaise. Quand Carmine Galante est arrivé à Montréal, c'était le numéro 2 de la famille Bonanno qui débarquait en ville et qui est venu s'installer à Montréal. Il a vu le génie et puis l'ascendant que Vic Cotroni avait sur le monde criminel, puis en particulier dans la pègre italienne, puis dans la pègre en général, parce que Cotroni avait ses entrées dans la pègre canadienne-française, chez les anglophones, tout ça. Alors, il a tout de suite compris que c'était lui qui était le personnage incontournable. Vincent Cotroni arrive avec ses parents ici à 17 ans, en 1924. Mais en 1942, pour gagner sa vie, il est lutteur. C'est un bon lutteur. Un petit bout d'homme, plein de nerfs. Puis finalement, il connaît un autre lutteur, Armand Courville. Puis, mais Armand Courville, il a des connexions avec la lutte, c'était les mafieux qui géraient ça à Montréal, au Forum, partout. La criminalité se passe beaucoup par le biais des cabarets. Et il y en avait légion. Et le crime organisé était impliqué là-dedans. Par le biais du gambling, qui en avait légion. Vic Cotroni, c'est le patron de la mafia à Montréal. On peut penser que c'est lui qui règne sur Montréal. Eux autres, ils règnent sur les cabarets, sur les maisons de jeu, sur tous les rackets qu'ils ont, là, que la mafia a, rackets de protection, extorsion même. Parce que quand on fait du racket de protection, quand on protège des commerçants, on charge aux commerçants un pizzo, comme on dit, c'est du racket de protection, puis en même temps, c'est de l'extorsion. Dans ce temps-là, ça se faisait également, mais à plus petite échelle. C'est la PEC qui avait tous les cabarets, bien sûr. Mais on travaillait pour eux. On les fréquentait pas. On les fréquentait pas. On avait un gérant qui signait nos contrats. On allait là, on faisait des spectacles, là, puis on était payé, puis c'est tout. The clubs and that, most of them were owned by sometimes shady characters. Hi, Mr. Cotroni, how you doing? Fine. Go do your show. You know, the mafia, they run their club. They're sitting in the back of the club. You come in. When you sign your contract, you go to his office, you sign. No trouble. Nope. They don't. They're business people. They're not there, you know. They didn't bother the girls in the show. It wasn't like that, you know. He's sitting in the back. He's watching. Working in the clubs, I learned very, very early. You go, you do your job, and you don't get involved with too much that was going on. You would see people come in, or you would see sometime people, a party, 5 or 6 come in, and they would go to a table and tell them, you leave. Don't worry about the bill. They would make room for a special group or party. And then we would know that that's somebody important or somebody from the mob.
But that was part of life, and that was part of what Montreal was. On savait qu'on travaillait pour la paix, on le savait. Mais il fallait. Tout leur appartenait. Mais c'était travailler pour eux ou pour d'autres. C'était pareil, c'était la même chose. I remember working in one club and coming in and the manager telling us, we're closing early tonight, you know. And we were happy to get the night off, but and all the people that were in the club, they told them, everyone leave. On savait qu'il y avait quelque chose qui marchait pas. And the next morning, we heard that they found a body in the back of the club. Mettons un club là, que tu voulais pas avoir de chicane, là, tu m'as envoyé mon doorman, hein? Un gros gars là, avec un cigare, là, puis toi tu rentres pas, toi c'est correct, toi je t'ai vu la semaine passée, tu rentreras pas ici. Fait que le gars il rentrait pas, il allait à d'autres places, mais souvent il pouvait pas rentrer nulle part. Là. Et son nom était connu, là, mais c'est ça, il fournissait la protection comme ça. Là. On m'a envoyé mon doorman. Fait que le club était protégé, fait qu'il fallait qu'il paye une petite cote. Hein? C'est le portier qui devait payer, puis le patron qui devait payer la protection. Ça, les cabarets, ils ont tous été victimes de ça. Il fallait payer la protection à tous les niveaux, que ce soit à la porte, que ce soit au bar, que ce soit... Ça, il y a toujours eu la protection. La vie nocturne a toujours été un territoire de prédilection ou un monde de prédilection pour le milieu interlope. Parce que d'une certaine façon, on appelait ça au début des années 50, mais c'était les vices. Il y avait le jeu, la prostitution et un certain nombre d'autres activités qui étaient considérées vicieuses. Mais tu sais, les spectacles, les spectacles plus ou moins osés, etc. Même à une époque, l'Église catholique considérait que la chanson populaire, tout ça, c'était pas très bien vu. Alors, il y a des gens qui vivaient dans ce monde-là, qui gagnaient leur vie, qui organisaient la vie nocturne dans les cabarets et puis les établissements licenciés. À une certaine période, des cabarets avec des spectacles à Montréal, ça polluait. Si tu te mettais au coin de Sainte-Catherine puis Saint-Laurent, là, dans un environnement d'environ 4 coins de rue, tu avais à peu près 15 à 20 cabarets. Casa Loma, le Lion d'Or, c'était plein. L'argent était là. C'est une organisation criminelle, hein? Donc, tu as un chef qui est Vic Cotroni. Lui avait des lieutenants. Ces lieutenants-là, eux autres, avaient des hommes sous leur charge, des hommes de main, qui, eux autres, se cherchaient de gérer les activités illicites, là, de mettre sur pied, de travailler de mettre sur pied une maison de jeu clandestine. Et eux autres, c'est eux autres qui opéraient la maison. Puis l'argent, bien, remontait parce que eux autres, la mafia touche un pourcentage sur toutes les activités illicites de son organisation, autrement dit des soldats. Donc, c'est comme une pyramide, c'est comme hiérarchique, ça, en même temps. Puis tout le monde aux échelons différents a sa cote, comme on dit. La mafia juive, eux autres, qui étaient dans les maisons de jeu, dans le prêt usuraire. Et c'est eux autres qui avaient le fric. Harry Shipp a été propriétaire de chez Parade, de chez TikTok et de plusieurs autres nightclubs qui présentaient des formules cabaret. Donc, dans le Montréal des années 30 aux années 50, c'était un propriétaire très connu, célèbre parce qu'il possédait toutes sortes de bars, mais il y était tout le temps, et célèbre parce qu'il était un homme d'affaires qui a réussi à garder un commerce licite, légal, du point de vue d'être propriétaire de tous ces bars-là, mais qui travaillait... On ne sait pas trop comment, mais qui travaillaient en parallèle, veut pas, avec le monde du crime organisé, qui, eux, contrôlaient beaucoup d'autres bars et débits de boissons. Le système de réseautage de la mafia, c'est ça sa force. Autant dans les milieux criminels que dans le milieu des affaires. Je pense que c'est la mafia juive qui a mis au monde Vic Cotroni et son groupe, dans le sens que Vic Cotroni s'est allié à un pégriot juif
qui s'appelle Harry Davis. Puis Harry Davis, il était très, très impliqué, lui, dans les maisons de jeu. Et c'est lui qui avait beaucoup d'argent, ce qui, selon moi, ma théorie, là, qui aurait financé, qui aurait mis au monde Vic Cotroni financièrement au départ. Et c'est comme ça que Vic Cotroni a prospéré par la suite, grâce à Harry Davis. À l'été 1946, il arrive dans l'espace d'une semaine 2 événements chocs. Il y a une bombe qui est lancée contre une maison de jeu. Personne n'est tué, mais c'est quand même une bombe, une grenade ou une bombe qui est lancée contre une maison de jeu. Et une semaine plus tard, un des grands patrons de la pègre, un des grands gamblers de Montréal, Harry Davis, est assassiné en plein milieu d'une maison de jeu par un autre criminel qui est quelqu'un qui travaille dans les maisons de jeu et qui voulait ouvrir sa propre maison de jeu. Berkovitch, il s'appelle Louis Berkovitch. Et donc, au centre-ville de Montréal, un gangster haut placé se fait tirer dessus, se fait assassiner par un autre gangster dans un établissement qui n'était pas un club privé. C'est un endroit où les gens pouvaient rentrer librement. Et donc, à ce moment-là, ça met en lumière, disons, la visibilité de ces trafics-là et on commence à s'inquiéter. Est-ce que Montréal va devenir un autre Chicago? Et un mois plus tard, Pacifique Plante entrait à l'Escouade de la moralité comme directeur adjoint et sa mission, c'était de faire du nettoyage. Donc, c'est comme si c'était un peu la goutte qui a fait déborder le vase et puis qui a fait en sorte qu'ils ont été traqués pendant plusieurs années. Donc, c'est un moment qui est assez charnière, si on veut.